À tous, bienvenue sur ce nouveau live. Alors, je vais tenter les invitations, j'espère que ça va mieux marcher qu'à la répète. Hello tout le monde. Et bah voilà, Ah bah, n'importe quoi. faut chercher des fois. À toutes et à tous. Hello Gaël, hello Samantha. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, ouais. Bienvenue à tout le monde. Oui, bonsoir, bonjour. Alors, bienvenue sur ce live pour les personnes qui nous rejoignent. J'espère qu'on aura un petit peu de monde. Après, c'est vendredi soir, mais on s'est dit avec Gaël, il faut quand même qu'on fasse ce live. On en avait parlé de longue date. Ouais. En MP avec Samantha, on s'était dit il faut qu'on découvre un petit peu ce que tu as à nous proposer, ta maison d'édition, les titres que tu es en train de soutenir, que tu veux éditer. Et eh bien, on va commencer tout de suite. Qui es-tu, Samantha? Alors moi, j'ai créé les éditions Nine. Il faut savoir que c'est pas mon activité principale, mais c'est une D'accord. activité, on va dire, secondaire, mais c'est l'activité de la passion. Donc il y a un peu plus de, peut-être, allez, on va dire 13 mois, moi j'ai voulu me lancer dans l'aventure de l'édition, d'abord par passion. Et c'est comme ça que je suis venue à fonder cette maison d'édition qui est Nine. Alors Nine, pour la petite histoire, c'est en relation avec le chiffre 9 du 9e art. Ok. Donc qui va regrouper pour le coup la bande dessinée dans sa globalité, hein. Ça peut très bien être du franco-belge, du comics, du manga. Moi, dans ma bibliothèque, j'essaie d'avoir de tout. Moi, je suis fan de tout. Et justement, en créant cette maison d'édition-là, j'ai pas voulu me priver Mhm. d'un type de bande dessinée plus que d'un autre. Ok. Et, Cool. et ouais. Et donc, en ces 13 mois, bah, il y a déjà eu, j'ai fait l'acquisition de deux titres qui viennent d'Amérique latine, justement deux choses complètement différentes, bien que ça vienne d'Amérique latine. Ok. Le premier titre qui s'appelle Corvax Stigmata et qui est en fait un manga argentin. Alors il n'y a pas le sens de lecture le sens de lecture japonais qu'on a par convention dans le manga, c'est un sens de lecture à l'occidental, Mhm. mais le graphisme ou même le format prête au manga. Et ensuite, Ouais. alors ce titre a été financé sur Ulule, merci à tous les contributeurs. Et ensuite il y a Mortis, le deuxième titre de cette année. Et là, on est sur du roman graphique. Ok. On est sur autre chose. Et ça, le Ulule est en cours. Et donc là, tu as ce Ulule pour le deuxième titre. Il est jusque quand à peu près? Euh, Il reste 6 jours, je crois, c'est ça? il reste 6 jours, donc ça doit être le 15 juin. Ça doit être quelque chose sur les 23h59, dernier gong. Ok. Donc on est dans la dernière ligne droite de la campagne de Moins d'une financement. Ouais, semaine. c'est ça. Ben là, je pense qu'on doit être en train de toucher de frôler les 80%. Ouais, La Ok. première ouais, campagne c'est ça. Covax Stigmata, c'était la même chose. Le dernier rush, il s'est fait vraiment sur les derniers jours. Alors moi, je reste quand même assez confiante sur Mortis, hein. Je pense que les gens vont également participer sur la fin. Moi, je reste confiante aussi sur cette campagne-là. Ok. D'accord. Ouais, là, c'est Et 79% là. Ouais, on est bientôt à 80. Donc c'est bon, ça va le faire. Ouais. on va le faire. Bah déjà, t'as participé, Kevin. Donc Tout ça à va le fait. faire. Ah, ah. Une personne voilà, cohérente dans ce que je propose et dans ce que j'ai envie de faire. Donc, effectivement, quand je fais des lives ou que j'essaye de mettre en avant des maisons d'édition ou des auteurs, j'essaye à minima de soutenir dans ce que je peux faire. C'est pour ça que je ne le fais pas tout le temps, parce que sinon après je vais être trop pauvre. Mais C'est ça. voilà, à minima, je pense qu'il faut un peu d'engagement dans ce qu'on fait. Et puis nous, c'est pareil, en tant que passionnés, on doit être un petit peu engagé aussi dans nos lectures. Donc, c'est pour ça que ça me faisait plaisir de participer et d'échanger avec toi ce soir. Du coup, tu disais tout à l'heure donc que c'est pas ton activité principale. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours de lecture? Qu'est-ce qui t'a amené à fonder une maison d'édition Oui, ouais, ouais. en Alors moi, j'ai 2003? commencé je suis tombée pour reprendre un peu les termes d'une bande dessinée connue, je suis tombée dans la marmite de la bande dessinée en arrivant en France, parce que moi je suis pas française d'origine, je suis mexicaine. Je suis arrivée en France à l'âge de 9 10 ans. D'accord. Et mon premier anniversaire fêté en tout cas
sur le sol européen, on m'a offert une bande dessinée, c'était Astérix. Et, Bienvenue. et depuis, bah, ça n'a pas lâché. Les Astérix, je les collectionne. Alors, je suis passée vraiment par un peu de tout. Hein. J'ai commencé par de la BD franco-belge, que ce soit du Astérix, du Tintin, du Lucky Luke. Et ensuite, mes horizons, au fur et à mesure que je grandissais, ils ont commencé à s'élargir. Alors, il y a eu une grosse période manga. Ouais. Et plus récemment, les dernières années, je me suis surtout penchée sur le roman graphique et le comics, voire de la bande dessinée un peu indépendante. Et c'est vrai que là, la plupart de la grosse partie de mes lectures, c'est surtout les comics, parce que je manque un petit peu de culture question comics. Et donc, avec toute cette passion qui s'est développée au fur et à mesure des années, c'est vrai que le monde de l'édition m'a toujours passionnée parce que avec la collection que je commence à avoir chez moi, il y a des ouvrages qui m'ont toujours interpellée parce que les maisons d'édition en France, on a quand même la chance qu'ils nous proposent des formats plutôt quali. Et puis, bon, moi, je n'osais pas trop me lancer parce que mon activité principale, du coup, c'est travailler en chambre de commerce. On va dire un peu, c'est du conseil d'entreprise. Et puis, il y a 2 ans, je commence un peu à potasser cette idée d'édition parce que, bon, à cette époque-là, moi, j'avais vu qu'il y avait quand même. Enfin, je trouvais qu'il y avait des petits dysfonctionnements au niveau de la chaîne éditoriale en France. Et donc, j'ai commencé par faire des études de marché, justement de me renseigner sur les éventuelles formations parce que j'avais pas forcément envie de me lancer non plus comme ça dans la chose sans avoir un minimum de bagage. Et donc, il y a 2 ans, moi, j'ai commencé à faire des formations qui sont accessibles en ligne, avec une certification à la fin. Et c'est ainsi que j'ai voulu un peu construire ma base de projets pour m'assurer déjà moi-même et aussi vis-à-vis du marché. Et puis, pour revenir justement à ce qui m'a fait un peu tilt en me disant, allez, vas-y, il faut que tu te lances. Et c'est justement donc les dysfonctionnements que j'avais notés, c'est-à-dire le tout premier. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. On a les études qui sont disponibles en ligne, des gros dossiers. C'était tout d'abord la faible rémunération entre guillemets de nos artistes, hein, parce que pour certains, ils vont aller faire quelque chose A à Z et ne toucher que en moyenne en France, il me semble que c'est de l'ordre de 8 à 10% de royalties sur la vente d'un livre. Donc il y avait déjà ça. Ensuite, en deuxième place, il venait le fait qu'il y avait quand même moi je trouvais qu'il y avait une sacrée production, voire surproduction de certains livres. Il y avait des tirages plutôt assez importants qui étaient aussi, et je lis ça avec le fait que quelquefois on va acheter un exemplaire. Malheureusement, il va y avoir par exemple une erreur sur la page et on va vouloir ce qui entraîne la destruction de l'exemplaire en question. Donc là, on a déjà un sacré gâchis au niveau déjà de la production parce qu'on va aller produire quelque chose qu'on va aller directement jeter. Et en environnemental, parce que bon, on va aller tailler des arbres pour aller faire du papier, et au final, ce papier-là, on va devoir le détruire ou le recycler. On voit ça comme on en a envie. Donc voilà, il y avait plusieurs petits dysfonctionnements comme ça que moi, il me gênait. Alors j'avais bien conscience qu'on était quand même en France, on est sur un marché de la bande dessinée qui était plutôt prospère jusqu'à maintenant. Mais bien que prospère, ouais, on a nos auteurs qui se paupérisent, on a de la surproduction, on a de la destruction. Donc moi, je voulais proposer quelque chose d'un peu alternatif, justement, à ce mode de fonctionnement-là. Ok. Ouais, c'est des belles ambitions en tout cas hein, pour une jeune maison d'édition. Ouais. Pour Eh ben l'instant, ouais. je les respecte, j'essaie de les respecter au mieux. Et c'est vrai que bon, là, les tirages qui sont faits et qui sont prévus, certes, ils sont limités, mais on a quand même un ouvrage qui est imprimé en France. Moi, je ne souhaite absolument pas aller imprimer ça à l'étranger. Je sais bien on peut gagner en coût, ça va peut-être moins cher, mais moi, je souhaite quand même
rester sur le sol national pour que ce soit pour l'impression ou pour la traduction ou pour tout ce qu'on veut, ça reste. J'ai voulu que ça reste en France quand même. Bah là, finalement, avec les coûts de l'énergie qui augmentent, les transports et compagnie, enfin, on voyait avec certains éditeurs que faire en France, finalement, eux, ils augmentaient pas leurs coûts. Donc, ils n'avaient pas répercuté sur les comics notamment. Et alors que d'autres qui justement faisaient à l'étranger, ben ils sont obligés d'augmenter au fur et à mesure les prix parce que ben ça a augmenté aussi pour eux quoi. Donc C'est ça. finalement c'est pas plus mal peut-être de continuer à faire sur le sol. Voilà. Non, puis c'est vrai que cette logique ok, de rentabilité, elle est importante pour une entreprise, mais derrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit tout sacrifier à la rentabilité? C'est vrai que c'est une belle question, et c'est vrai qu'on retrouve dans ce que tu dis, toi, des choses qu'on a déjà entendues d'autres maisons d'édition dans certains lives qu'on a fait. C'est chouette que ce soit une vraie tendance de fond voilà, qui se mette en place avec des gens qui n'ont pas peur et qui sont courageux et Mm. qui portent des convictions. Donc, bravo. Bravo, bravo. Alors, je vais juste revenir sur une chose. Alors, donc, tu dis que tu es tombé dans la bande dessinée donc à l'âge de 9 ans, quand tu es arrivé en France, c'est ça, hein, Ouais. que tu es arrivé du Ouais, ouais. Mexique, hein. Je résume un petit peu pour les personnes qui ont rejoint le live peut-être en Ah, cours de route. Mais du coup, tu as quel âge? 29. Ah oui, donc tu es toute jeune encore, hein. Kevin, ça se fait pas de demander son âge. Moi, tu Moi, sais. ça va. J'ai pas encore de tabou sur l'âge. J'en ai 29. Donc, ouais. Ouais, donc en plus, c'est courageux, quoi. T'es une trentenaire qui se lance dans un marché qui est quand même déjà, comme tu le disais, bien rempli de bandes dessinées. Ah Du oui. coup, qu'est-ce que tu choisis comme angle finalement pour imposer quelque part, enfin, pour essayer de venir sur ce marché-là avec ta maison d'édition? Qu'est-ce que tu as en tête, hein? Déjà, le mot principal, enfin, les deux mots principaux, ce serait, je dirais, collaboration et respect. Mhm. Collaboration, parce que bon, déjà, on passe par du financement participatif. Parce que bien sûr, outre le fait qu'il y ait un aspect financier pour pouvoir financer le livre, c'est aussi faire en sorte que les personnes qui sont intéressées par le projet soient impliquées, qu'elles puissent savoir où en est le projet, qui va s'occuper de la traduction, est-ce que l'impression se passe bien, est-ce qu'elle se passe pas bien. Enfin, il faut quand même être un minimum transparent. Et puis le côté respect, donc là je reviens sur les aspects plutôt de production et de rémunération des auteurs, leur proposer une rémunération enfin, plus importante que ce qu'elle n'est déjà, et puis de produire en, je vais pas forcément dire en fonction de la demande, mais oui, c'est quand même de produire en petite quantité entre guillemets, mais cette quantité elle puisse être placée. On va Mhm. pas aller surproduire pour que ensuite ou ça se vende pas, ou qu'il y ait du retour, ou qu'il y ait des produits détruits. On va essayer de quand même de rester zen. Alors le marché Rationaliser. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on sait bien que le marché c'est de la nouveauté tous les jours, toutes les semaines, on en voit de partout. Mais là, moi pour l'instant, du moins pour l'instant, j'ai pas l'ambition de développer la chose hyper vite, de devenir le prochain Urban Comics ou le prochain Kena. C'est vraiment y aller doucement parce que justement, ce que je propose, c'est déjà une sorte d'édition alternative. Et qui dit alternative, ça ne veut pas dire forcément justement suivre la tendance, la mouvance Mhm. d'absolument tous les autres éditeurs. Donc j'essaie de prendre mon temps aussi de sorte à se proposer un ouvrage de qualité. Ok. Alors justement, là tu t'es lancé il y a donc 13 mois, c'est ça, hein, tu disais? Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Enfin, t'avais déjà quand tu t'es lancé, tu savais déjà là enfin que tu allais partir sur des titres d'Amérique latine là pour l'instant ou c'est juste tombé comme ça, c'est une volonté aussi d'aller chercher des titres là-bas. Alors, il y avait déjà une volonté d'essayer un peu de parcourir le monde entier de la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, bon, alors certes, on sait que les mangas, c'est surtout les japonais. Les comics, on aura tendance à dire que c'est peut-être les nord-américains. La bande dessinée franco-belge, ben, son nom l'indique, franco-belge. Or, là, sur les premiers titres, moi, je suis allée dénicher justement un manga argentin et un roman graphique chilien. Alors, j'ai pas forcément voulu commencer par l'Amérique du Sud, mais c'est vrai que comme bon, étant né de l'autre côté de l'Atlantique, je me suis dit bon, bah, pourquoi pas commencer
justement sur le continent natif, le continent de cœur. Et puis c'est comme ça que moi je suis tombée justement sur. J'ai découvert Corax Stigmata et puis Mortis. Donc là, les deux premiers les deux premiers titres viennent d'Amérique latine. Mais à l'avenir, moi j'aimerais beaucoup aller sur de l'auteur français. Mhm. Et là, tu as déjà des vues sur des prochains titres ou Ah, je guette de près tout ce qui peut se passer, notamment sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est des mines d'or pour justement Mhm. dénicher des artistes. Et Mhm. il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'ai déjà eu quelques coups de cœur. Maintenant, bon, c'est vrai que moi, je fonctionne au coup de cœur, mais il faut quand même analyser un peu l'œuvre pour voir ce qu'elle peut potentiellement donner. Après, c'est vrai que moi, Corvax Stigmata et puis Mortis, c'est des œuvres, je vais pas aller les j'ai pas fait une proposition parce que c'était seulement, je me suis pas dit, à aucun moment je me suis dit, ça, ce sont des œuvres bankable, ça va me rapporter, on va y aller. Moi, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur à la lecture et je me suis dit, ce serait bête de justement ne pas pouvoir la partager au public français. Enfin, si ça existe sur un continent, à mon sens, il faudrait le partager pour que justement les gens puissent voir comment dessinent les gens de l'autre côté, quel est leur style, quelle est la narration qu'ils proposent. Donc, Nine Edition, ça a vocation quand même à montrer la bande dessinée qui nous vient du monde entier. Et justement, à essayer justement de déconstruire cette idée que le manga est japonais, que les comics c'est nord-américain, que la bande dessinée, on va dire un peu franco-belge, ben, c'est que les franco-belges qui peuvent la faire. Mais voilà, moi j'essaie un peu je vais essayer à l'avenir de déconstruire justement ces choses-là. Ok. Du coup, est-ce que tu as un réseau où tu parlais là ton pays de cœur, hein, l'Amérique latine pour le coup. Est-ce que tu as un réseau sur place? Comment tu as sourcé ces premières œuvres? Comment tu les as découvertes finalement? Ces premières œuvres, moi je les ai découvertes parce que, alors, Corvax Stigmata, je commence par celle-là parce que pour le coup, c'est celle-là que j'ai dénichée en premier. J'ai vu des fanarts sur Twitter. D'accord. J'ai vu les fanarts de l'artiste sur Twitter parce que moi, j'apprécie particulièrement les fanarts de tout genre. Et donc, j'ai vu l'artiste et par redirection de liens, j'ai vu qu'elle avait un site web, qu'elle mettait un peu son portfolio. Et ça redirigeait aussi directement vers justement l'agence qui gère ses droits à l'international. C'est ainsi que je suis rentrée en contact avec cette agence-là, qui est une agence chilienne. Et sur leur site, ils mettent à disposition le portfolio de tous les artistes dont ils gèrent les licences, les droits à l'international. Et au travers de cette agence-là, j'ai trouvé directement le travail de l'artiste Paolo Andrade qui a écrit Corax Stigmata et de Miguel Ferrada qui a écrit Mortis. Et en fonction de ça, moi j'ai eu accès aux deux œuvres en entier. J'ai pu les lire, les feuilleter et ensuite j'ai pu enchaîner sur une proposition commerciale. Et la proposition commerciale était acceptée par les auteurs. Hein. C'est même pas l'agence qui dit oui, Mhm. non, machin, machin. Au final, ce sont les auteurs là-bas qui ont le dernier mot. Si le projet leur D'accord. plaît, ils y vont. Et si le projet ne plaît pas, rien ne les oblige. Et là, pour les projets que j'ai proposés ont plu. Moi, j'ai joué, dans tous les cas, dès le début, j'ai joué la carte de la transparence. Je leur ai quand même dit, moi, pour l'instant, je suis toute seule. C'est une petite structure. Mais j'ai vocation à faire ci, à faire ça. Moi, je souhaiterais faire ci, faire ça de vos œuvres. Et c'est ce qui a fait que ça a matché au final. D'accord. Ok. Et c'est des œuvres qui sont traduites ailleurs, par exemple, dans d'autres pays Alors, que... oui, ouais, Corvax Stigmata au Danemark, en Italie, au Brésil D'accord. D'accord. et en France. Et Maintenant, Mortis, c'est pour le coup un peu plus une niche latino-américaine, d'Amérique du Sud. Mais eux, Mortis a été traduit aux États-Unis, a été publié aux États-Unis. D'accord. d'accord. Ok, top. Du coup, donc là, tu as deux titres en cours et tu es distribué comment? Alors, hormis la campagne de financement participatif, est-ce qu'on peut te retrouver en librairie?
En librairie, oui. Alors depuis peu, j'ai fait en sorte que justement la maison d'édition puisse être référencée sur les bases de données qui sont accessibles aux libraires, que ce D'accord. soit Ecom ou Electre. Avant je n'y étais pas. Donc c'est moi qui m'occupais de la communication, de la distribution, de la diffusion, absolument de tout. Pour l'instant, la structure est trop petite pour qu'elle puisse s'offrir les services d'un diffuseur-distributeur, hein, comme le réseau. C'est le système éditorial actuel qui est comme ça. Ce n'est pas forcément intéressant pour moi, c'est pas forcément intéressant pour eux non plus. Donc jusqu'à maintenant, enfin même jusqu'à maintenant, c'est moi qui m'occupe de tout. Et comme je l'ai dit, j'ai fait en sorte que maintenant les titres puissent être référencés sur les bases de données pour que les libraires puissent y avoir accès. Alors évidemment, s'ils commandent, c'est moi qui vais gérer les commandes et qui vais leur envoyer. Et ensuite, on part sur un circuit de distribution classique. Les gens se rendent en librairie, ils achètent, et puis voilà. Ok, ok. Donc c'est faisable en tout cas. Oui, c'est faisable. C'est Ok. faisable. Bien sûr, il y a le site internet, mais moi, ce que je souhaite, c'est faire marcher justement les commerces de nos chers libraires, les commerces de proximité, éviter de passer par les gros réseaux de distribution qui commencent par AMA et finissent par Zone, par exemple. Donc moi, je me rends toujours en librairie pour faire mes propres achats. Et non, pour moi, c'est très important de mettre plus en valeur nos libraires. C'est le système que je cherche à promouvoir. Ouais. Circuit court, que ce soit en distribution et en diffusion. Donc moi, j'envoie directement aux libraires et les libraires ensuite vendent. Ok. T'as une question, Gaël, ou je continue? Parce que Vas-y, je sens que tu étais lancé là. j'enchaîne. Tu parlais rapidement de la communication. Alors du coup, comment tu gères la communication autour finalement d'un lancement de maison d'édition pour te faire connaître, parce que forcément ça va être quand même la clé du succès. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur des salons, par exemple? Je sais que les fans de BD sont assez friands de ce genre de choses. Alors pour ce qui est de la communication, comme on est quand même sur une petite structure avec une personne qui s'occupe de ça, c'est vrai que tout a commencé déjà par les réseaux sociaux. D'accord. Donc, j'essaie de développer quand même une communauté autour de ce projet-là. Ensuite, il y a eu quand même, dès le début, un travail de prospection, on va dire mail, pour envoyer des mails de présentation ou autres à la presse et aux libraires. Les libraires, c'est un peu plus compliqué, mais ça, c'est normal parce qu'ils ont tellement de travail qu'à mon avis, les mails, ils doivent les voir passer. Donc, à mon sens, il vaut mieux se rendre directement pour aller les voir. Et c'est comme ça que j'ai fait pour les 2 premières librairies qui ont directement dit oui pour vendre Corvax Stigmata. Et là, dernièrement, c'est surtout un travail au niveau de la presse, parce que au niveau de la presse locale. Pour l'instant, nationale, pas encore. Je touche du bois pour qu'un jour on soit sur de la nationale. Mais là, on est plus sur de la presse locale, parce que donc, la maison d'édition, elle est implantée dans l'Oise. Donc, exactement, l'Oise en force. Donc, la presse locale, ça va être surtout de la presse, certes, du département de l'Oise, mais il y aura aussi, par exemple, avec le Courrier Picard, qui a bien voulu faire un article sur justement le projet de maison d'édition. Mais il y a aussi France Bleu Picardie qui a accepté de faire quelques chroniques sur la maison d'édition. On a comment dire, des médias à part, comme par exemple les radios locales gratuites qui est un peu basé à Compiègne. Et puis, c'est quelque chose que j'essaie de développer de plus en plus pour que justement la diffusion de l'existence de mes éditions commence au niveau local. Et ça a marché, puisque je fais faire un lien directement avec les salons. Pour l'instant, moi, je ne fais pas de salon parce que justement, j'attends d'avoir au moins 2, voire 3 ouvrages vraiment papier pour que les gens puissent voir qu'il y a du concret avant de me lancer dans un salon. Mais grâce à l'article qui a été publié par le Courrier Picard, il y a une association, l'association Métabule, qui m'a contacté, qui est une association qui est dans l'Oise aussi et qui cherche à promouvoir la bande dessinée, qui m'a contacté pour justement me proposer de participer au salon, au festival BD qui vont mettre en place pour la rentrée prochaine. Ok, cool. Et donc à ce moment-là, moi j'ai dit oui direct. Pourquoi? Parce que là, Corvax Stigmata, il a déjà été imprimé, donc les stocks sont là. Mortis, il le saura déjà, parce que l'impression est prévue pour
juillet, août. Donc en septembre, les tomes devraient être prêts. Et puis en octobre, si ça se fait en octobre, les tomes seront là. Donc il y aura au moins 2 titres qui pourraient être montrés comme ça directement dans les salons. Mais oui, oui, faire les salons, c'est quelque chose que j'ai prévu. Et surtout les salons locaux, les salons qu'on a dans la région de France. Qui sait, peut-être un rendez-vous de la BD d'Amiens. Mais c'est des choses qui viendront. Et puis moi, comme je l'ai dit au tout début, je vais pas, je suis pas dans le rush. Je vais prendre ça prendra le temps qu'il faudra de faire des salons. Donc moi, je Oui. vais tranquillement, mais sûrement. Ouais, donc si je résume bien, vraiment l'état d'esprit qui t'anime, c'est de faire les choses pas à pas, bien construit, sécurisé, d'avancer vraiment à un rythme, voilà, propre, carré, cohérent. Ouais. T'as pas envie de te perdre dans tous les sens. Ok. Et Bon, puis, c'est intéressant. et ça, c'est l'avantage en fait, d'avoir ton travail à côté, en fait. Sinon, tu pourrais pas te le permettre. Donc, c'est vrai que ça, c'est bien d'avoir cette chose-là qui permet de faire les choses à son rythme et sans avoir cette idée de hey, comment je paye les factures à la fin du mois. Donc, je pense que ça aide aussi à garder un peu la tête froide et rester à Ouais, faire les ouais, choses calmement. c'est sûr. Alors, Et, c'est vrai qu'il y a c'est vrai que c'était bien. ouais, c'est sûr qu'il y a des moments où on se dit parce que le système, il veut que ça aille vite, que ça produise en quantité et puis que ça se vende, fait que quelquefois mon esprit va se dire en fait peut-être que je fais pas ça bien ou enfin c'est vrai qu'il y a des remises en question quelquefois, mais au final non, si je commençais à faire en quantité, en rapidité, ce serait carrément contraire aux objectifs que je me suis fixés dès le début, aux valeurs auxquelles j'y tiens. Donc oui, oui, pour l'instant, alors c'est vrai que moi j'ai commencé ça par la passion et je voudrais qu'à terme, dans X années, ça devienne mon job principal. Mais encore une fois, je prends mon temps, hein, je suis pas là pour rusher. C'est le projet, la qualité avant tout. Super. Et là, concernant les deux projets, en fait, enfin, comment t'as eu tout, enfin, comment t'as géré, par exemple, après le fait de créer un réseau pour cette fabrication d'ouvrages, c'est-à-dire il y a les traducteurs, il y a les lettreurs, il y a tout ça à revoir ensuite en arrivant en France. Et est-ce que toi, t'avais déjà un réseau? Est-ce que c'est toi qui fais les traductions? Je sais pas. Alors, Comment tu gères? pour Corvax Schemata, je suis allée chercher. Alors, j'aurais pu traduire moi-même, parce que je parle espagnol, mais ça n'aurait aucun sens de traduire directement, de faire de la traduction moi-même, parce que déjà, par exemple, Kovac Sigmata, ça vient d'Argentine, et Mortis, ça vient du Chili. L'espagnol qui est parlé là-bas, qui est pratiqué, n'est pas le même, ou et diffère un petit peu de l'espagnol que moi j'ai parlé au Mexique. Donc il y a des tournures de phrases, des expressions qui peuvent varier. Donc je me suis dit non, 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 moi je vais pas faire ça moi-même au risque de pouvoir de proposer une traduction qui bancale. Donc pour ça j'ai fait appel à une traductrice qui a vécu en Argentine, qui a déjà eu des expériences professionnelles en Argentine, et donc quand même qui était un minimum en contact avec la culture argentine. Donc c'est une traductrice une freelance que je suis allée trouver. Je lui ai soumis le projet. Et elle a directement dit oui, parce que la bande dessinée était aussi un de ses hobbies préférés. Et c'est elle qui a traduit de A à Z Corvac Sigmata. Pour Mortis, là, je suis passée par une agence très connue, c'est l'agence Macma, qui a déjà fait plusieurs traductions pour des gros comics. Hein. Moi, j'ai pas mal de Urban chez moi, et puis c'est eux qui les ont traduits. Et tout s'est super bien passé. La traduction est terminée de Mortis. Hein. Ils ont produit une traduction de qualité incroyable. Donc, d'abord, la traduction. Et ensuite, il y a toute cette phase de relecture, de correction, histoire de quand même produire le meilleur ouvrage possible. Alors là, je pense que c'est la plus longue et la pire, parce que c'est des journées, des heures de lecture et de relecture et compagnie. Et là, c'est de la relecture il y a plusieurs personnes. Hein. Moi, j'ai pas voulu risquer de faire de relire et de corriger par une seule personne. Là, quand même, ce sont des personnes, que ce soit des professionnels ou même le réseau proche. Enfin, déjà d'une personne à une autre, on peut avoir des variations de perception
de ce qu'on est en train de lire. Donc, il y a eu pas mal de personnes qui sont intervenues au niveau de la lecture et de la correction, ne serait-ce que pour voir s'il y avait des choses à adapter ou pas. Et une fois que tout ça est terminé et qu'on a au moins notre traduction qui est bien, notre correction et la relecture qui est au carré, là on va passer à la phase de lettrage et de maquettage. Donc ça va être de remplacer bulle par bulle, voir les onomatopées aussi. Pour Kovacs Sigmata, on était plusieurs, mais là on n'a pas fait appel forcément à une agence. Et pour Mortis, on n'y est pas encore. La phase de lettrage et de maquettage n'a pas encore commencé. Elle devrait commencer très bientôt. Alors, je me suis pas encore penchée sur un éventuel pro pour pouvoir la faire. Mais alors, de maquettage, mais de lettrage, le lettrage, il a été fait dans sa quasi-totalité aussi par le Studio Magma qui s'est occupé de la traduction. Parce que eux, ils sont capables de prendre en charge le lettrage maquettage de A à Z. Mais c'est à l'éditeur de choisir qu'est-ce qu'il a envie qu'ils prennent en charge. Donc là, voilà, Mortis, il y a une partie du lettrage qui est OK, il y a encore une petite partie de lettrage qui est à venir, et puis on passera à l'étape, avant-dernière étape qui est le maquettage pour mettre tout en forme, voir si les fichiers sont corrects, et là, hop, on envoie ça à l'imprimeur qui va donc analyser les fichiers pour voir si tout va bien, fournir un bon à tirer, histoire qu'on puisse voir si les pages sont dans le bon ordre, si quelque chose n'a pas sauté. Et puis, une fois qu'on a vérifié ce bon à tirer, on donne le go ou on ne donne pas le go. Si on donne le go, c'est parti. Hein, sous quelques semaines, l'ouvrage, il est prêt, il est livré. Et là, vous avez choisi, enfin, tu as choisi, parce que tu es toute seule au final, de garder le même aspect graphique des ouvrages, ou t'as demandé d'avoir une couverture particulière, ou est-ce que... Pour Kovacs Sigmata, moi j'ai voulu, alors pardon, pour les deux, que ce soit Kovacs Sigmata et Mortis, la couverture principale n'a absolument pas changé. Moi je ne cherche pas, du moins pour l'instant, à vouloir modifier le travail qui a été établi en tout premier lieu par les auteurs ou les illustrateurs. En revanche, pour Mortis, moi j'avais vu qu'ils avaient proposé une couverture alternative au Chili. Cette couverture-là, pour moi, elle faisait très livre de magie, voire grimoire. Et je me suis dit, cette couverture, la proposer pour un format un peu plus collector, elle serait parfaite. Et donc, cette couverture-là, moi, j'ai demandé si je pouvais l'utiliser, parce qu'on ne peut pas utiliser les couvertures ou les illustrations comme ça. Il faut quand même avoir l'accord au préalable des illustrateurs ou des auteurs. Et ils ont dit, pas de problème, fais ce que tu veux, nous on te fait confiance. Et c'est comme ça que là, actuellement, il y a deux tomes différents. Il y a une version régulière, un peu plus colorée, et une version collector. La version collector, la couverture n'est pas la même, certes, le nombre de pages n'est pas le même, il y aura un peu plus de contenu, mais c'est surtout au niveau des matériaux et des techniques d'impression que ça va différer. La version collector, par exemple, elle va avoir du vernis sélectif et du marquage à chaud, chose qu'il n'y aura pas forcément sur une couverture régulière du tome normal. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande si tu peux faire un peu le pitch des deux ouvrages. Et oui. De quoi ça parle? Alors, Kovacs Sigmata, c'est l'histoire d'un sorcier qui a été maudit, et il va partir sur les routes à la recherche de, on va dire, 3 objets magiques dont il va avoir besoin. J'ai pas trop envie de spoiler, mais il en a besoin pour sauver sa sœur. Parce que sa sœur est dans le mal, sacrément dans le mal. Et Kovacs Sigmata, c'est un livre qui va nous transporter à travers les sentiments d'un frère qui a commis un crime. Si vous lisez Kovacs Sigmata, vous saurez quel est le crime. Et c'est tout l'intérêt justement de lire Kovacs Sigmata. On va aller parcourir les sentiments d'un frère qui essaye à tout prix de sauver sa sœur, mais d'un autre côté, il est tiraillé par le sentiment de culpabilité, par le crime qu'il aura commis.
Et justement, c'est un parcours, une sorte de rédemption on va suivre dans Kovacs-Mata pour voir justement si à la fin il trouve des réponses à ces questions. Est-ce qu'il va trouver la paix à l'intérieur? Ça, je vous laisse le découvrir dans Kovacs-Mata. Et puis dans Mortis, je pense qu'il faut quand même que j'établisse un petit peu les origines de ce Mortis-là, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Mortis, à l'origine, à toute origine, c'est dans les années, tout ça a commencé dans les années 1940. Mortis, c'était à l'origine une émission radio, un théâtre radio, comme appellent ça nos amis chiliens. C'était une émission avec des histoires qui font peur. Tout simplement. Donc déjà, on essaie d'un peu se mettre dans l'ambiance des années 1940 où on entend à la radio des histoires qui font peur. Ça a fait un carton au Chili. Et c'est très connu. C'est, le titre en espagnol, c'est El Siniestro Doctor Mortis, donc le sinistre Docteur Mortis. Ok. Tout ça, cette émission de radio, elle a continué, mais dans les années 1960, ils se sont dit, tiens, on devrait les adapter en images. Et là, on a la première version du comics, Mortis, qui est née dans les années 1960. Elle reprend exactement le même principe. Ce sont les histoires d'horreur de ce docteur-là. Ce docteur-là, il faut savoir que c'est le docteur Mortis, c'est en quelque sorte le mal avec un grand M incarné. Et lui, il veut en quelque sorte assouvir l'humanité. Et je ne vais pas dire absolument tout détruire parce que c'est quand même radical, mais presque. Hein. Donc il va par toutes sortes, c'est un docteur, donc par toutes sortes d'expérimentations scientifiques, il va essayer de transformer l'humanité en quelque sorte en zombie pour qu'elle n'ait plus à réfléchir et donc qu'il puisse justement avoir une domination totale sur l'humanité. Bon, comme c'est le mal incarné, ça reste quand même, on peut appeler ça comme on veut, hein, le diable et tout ce que vous voulez, mais bon, le but quand même, c'est d'avoir une emprise sur l'humanité et de la détruire. Et donc, après toutes ces années-là, hein, Mortis, le sinistre Docteur Mortis a été publié pendant très longtemps au Chili et c'est un classique là-bas, un classique de chez Classique intergénérationnel. Et c'est en 2011 que justement Miguel Ferrada, l'auteur, lui c'est un fan incontesté de Mortis, il s'est dit, moi je vais écrire une suite à ça, une suite contemporaine. Et c'est comme ça que donc le Mortis que moi je propose est né. C'est la suite, on va dire un petit peu directe de toute cette histoire-là du docteur Mortis qui s'est déroulée depuis les années 1940 jusqu'aux années 1960. Et là, on arrive en 2011 avec des graphismes contemporains. On arrive avec un scénario qui a été revu. Il faut quand même adapter la chose pour un public plutôt moderne comme le nôtre. Et donc là, on a ce Mortis-là de 2011, en quelque sorte, nous, en tant que lecteurs, on va assister à la renaissance de ce docteur Mortis-là, qui aura été en quelque sorte canalisé dans les années, on va dire, à la fin de son histoire, dans les années 1960, pardon, le docteur Mortis, ou en tout cas l'entité Mortis, elle va réussir à être canalisée par des personnes. Donc je ne vais pas dire qui c'est. Et là, dans cette version-là qui date de 2011 et que moi je propose en 2023, le docteur, le mal, ce Mortis-là, l'entité, elle revient, elle renaît, et puis elle est prête à en découdre encore une fois avec l'humanité. Ok. Sacrée ambition. Ouais. Alors, je suis ravi d'avoir participé parce que du coup, tu m'as mis l'eau à la bouche, mais grave. Et maintenant que je sais que ça arrive qu'en septembre, je vais être un peu deg, mais c'est pas grave. Et deux, message de service à Paul, t'as intérêt à aller participer, hein, parce que c'est ta cam, hein. Hein, voilà. C'est clair. C'est mon message. Si Polo, tu vas pas participer là. D'ailleurs, en parlant de Polo, il demandait, est-ce que c'est, alors, je sais pas, il a dit l'âge d'or du comics chilien, point d'interrogation. Je ne sais pas s'il demande si c'était à l'époque de Mortis des années 50 ou si maintenant on est ou alors si c'est le Mortis des années 2010. En tout cas, il demande en gros, c'est quand l'âge d'or du comics chilien? Moi, je pense que l'âge d'or du comics chilien, c'est maintenant. En tout cas, c'est depuis les dernières années.
il y a énormément d'illustrateurs chiliens, voire sud-américains, qui travaillent avec de gros titres pardon, nord-américains. J'ai plus forcément les noms en tête, mais oui, il y a beaucoup d'artistes chiliens qui participent aux productions nord-américaines. Là, actuellement, le comics chilien se développe de plus en plus. C'est pour ça que je dis qu'à mon sens, parce que c'est l'époque à laquelle je vis, pour moi, c'est maintenant. Maintenant, si on se met, on fait une rétrospective sur le comics Mortis, sachant qu'il a fait un carton quand c'était une émission radio dans les années 1940 et que ça a fait un carton dans les années 1960 et que ça a traumatisé, pour les histoires d'horreur en tout cas, une génération complète. Ouais, là, j'ai plus envie de me replacer plutôt dans les années peut-être 50-60, quoi. Ok. D'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser justement, et ça collerait plutôt pas mal. Il y a une question qui demandait si les deux ouvrages c'était des one-shots, mais au final, est-ce que Mortis, là, dans la foulée, lui, vu que c'est une suite déjà, est-ce qu'il y a des suites qui seraient envisageables ou déjà sorties en fait? Alors, Corvax Stigmata, c'est un one-shot, donc il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. Mortis, il y a bien un avant, mais ils ne sont pas disponibles en version française, hein. C'est que de la version espagnole, pour l'instant en tout cas. Ouais. Et pour l'instant, l'auteur, lui, n'a pas fait part d'une potentielle suite. L'auteur qui a fait Mortis. Mais comme Mortis est une sacrée œuvre au Chili, ça m'étonnerait pas que peut-être d'ici quelques années, mais quelqu'un décide de reprendre une suite, de proposer un spin-off. Enfin, c'est comme les comics, hein. On a une base d'une histoire et on va avoir plusieurs illustrateurs qui vont proposer des histoires différentes. Donc, ça ne m'étonnerait pas que pour Mortis, ils proposent la même chose. D'accord. Message de service numéro 2. Thomas, normalement, voilà, tu peux prendre la contrepartie avec les deux. Merci Gaël. Ça suit. Quel talent. Ouais, je suis à fond là. Alors, moi, j'ai plein de questions. Je peux? Oui. Vas-y. Je sais pas, bon, ça va, on est dans le timing. Alors, du coup, est-ce que tu connais, par exemple, parce qu'on a fait un live avec une maison d'édition récente qui s'appelle Saïd Kona Press aussi, qui vient de se lancer, qui a un peu les mêmes valeurs que toi. Et est-ce que tu connais Crowdfunding? C'est une librairie spécialisée qui fait que des titres qui ont été financés en financement participatif. Oui, la librairie Talil. Ouais, ouais, Oui. alors je suis rentrée en contact avec eux pour au moins avoir un premier contact. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse, mais c'est vrai que moi, dans un premier temps, je souhaiterais discuter avec eux pour voir déjà si, ne serait-ce qu'au niveau des valeurs ou autres, ou les principes, ça match. Parce que ça se trouve, il y a quelque chose, ils sont, oh, non, ça correspond pas trop à nos Bien valeurs, ce sûr. que je respecte entièrement. Mais oui, la librairie, moi, je l'ai bien vue et j'apprécie tout particulièrement justement le projet que eux ils proposent, hein, Ouais. de proposer beaucoup d'œuvres en auto-édition. C'est super. Ok. J'ai une autre question. C'est quoi la part de temps finalement que tu occupes pour cette maison d'édition? Parce que tu dis donc que tu as une autre activité à côté. Ça représente quoi en valeur de temps pour les personnes qui voudraient peut-être un jour se lancer? Voilà, toi, ça te prend quoi comme temps aujourd'hui? Alors, moi, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est d'abord trouver une organisation. Surtout au niveau de Corps Stigmata, hein, parce que comme c'était le tout premier titre, pas forcément évident entre tout ce qu'on a dit, hein, traduction, maquettage, lettrage, impression. Ça m'a pris un sacré bout de temps et là je pense que j'ai passé beaucoup le week-end, bien rempli et des matinées, voire des soirées avant d'aller au travail et après d'aller au travail. Honnêtement, je pense que par jour, sans compter les week-ends, je devais être à 5 heures supplémentaires par jour Ah ouais, pour vraiment le lancement de Cova Stigmata. ok. Ensuite, ayant appris de mes erreurs, Mortis, il y a certaines actions que j'ai pu quand même un petit peu optimiser. Et là, ça allait un peu plus. Alors, certes, ça me prend quand même un bon bout de temps, mais quelquefois, je suis capable de le faire juste le week-end. Plus forcément besoin de travailler après mon travail ou avant.
ou Mhm. justement de moduler, de faire ça après mon travail et d'avoir mes week-ends libres. Là, ça, c'est un petit peu plus light pour Mortis quand même. Ok, super. Et du coup, tu disais que tu as appris de tes erreurs. Ça a été quoi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées pour lancer la maison d'édition et peut-être après sur l'édition des titres? Au niveau juridique, Ah ouais? choisir les formes juridiques adaptées et compagnie. Il faut savoir que la maison d'édition, quand moi j'ai lancé, j'avais fondé ça sous forme de société individuelle. Mhm. Mais qui dit société tout court, dit charge à payer et compagnie. Et quand on n'a pas forcément justement de l'argent qui rentre, Mhm. les charges, ben, on ne peut pas les payer. Mais même si on n'a pas d'argent, les charges, il faut les payer. Mhm. Donc là, je me suis dit, non, si c'est pour perdre plus d'argent que je ne gagne pas, parce que je gagnais pas forcément d'argent dessus. Même encore maintenant, le chiffre d'affaires, bon, on va pas dire que ça rentre, mais c'est comme ça. Moi, je reste chill. Ouais, c'est surtout au niveau juridique. Parce que donc, tout ça, je l'avais commencé sous forme de société individuelle et je me suis rendu compte que bah, pour la taille de l'activité et vu que je suis toute seule, bah, j'ai Mhm. plutôt opté pour un statut juridique, en tout cas pour commencer, d'auto-entreprise. Du coup, je suis revenue en arrière. Mhm. Commencer par l'auto-entreprise, comme ça, quand tout commencera à se développer, bah, là, on pourra Mhm. faire une Tu transition pourras cranter, ouais. vers du plus. Voilà, exactement. Mhm. Mhm. Ouais, ça, c'était un petit peu compliqué au début. Oui, c'est sûr. Euh, Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que c'est toi qui prends sur ton temps pour faire les teasers sur Instagram? Oui. Ouais, ouais, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ça fait partie des choses que moi je fais sur mon temps libre, entre guillemets, parce que c'est plus forcément du temps libre. Mais ouais, ouais, tout le reste, c'est moi qui le fais. Alors, oui, il y a beaucoup. Moi, je prends exemple sur beaucoup de projets qui m'ont plu, donc je réinvente pas la roue sur certaines choses. Mais en tout cas, pour que ce soit sur la com, sur les réseaux sociaux ou les teasers et compagnie, là, ouais, je suis toute seule et je fais ça sur mon temps libre, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, ça, tu le fais valider avant enfin, par les ayants droit. Les teasers, tu les fais valider ou pas? Non, non, ça, il n'y a pas besoin. Moi, j'ai quand même posé la question au tout début si au niveau communication, il y avait des engagements à prendre. Mhm. Ouais, Eux, ils m'ont dit non, non, on te fait confiance au niveau de la communication. Moi, j'ai posé la question à savoir parce que je leur dit bon, j'aimerais quand même diffuser quelquefois des planches, histoire que les gens puissent quand même se projeter. Ils m'ont dit il y a pas de problème à partir du moment où où tu as les droits, tu peux y aller. Là où il fallait vraiment faire attention pour le coup, c'est eux, il faut qu'ils valident la traduction. ouais. Et il faut qu'il valide toute modification qu'on peut apporter à la couverture ou au texte en lui-même. Mais D'accord. sinon, pour la communication, non. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on t'a demandé comment tu avais eu les droits, enfin, qu'est-ce qui fait selon toi ils t'ont fait confiance alors que, ben, notamment pour le premier, t'avais encore, enfin, tu débutais, il y avait rien, Mm. et ta maison d'édition était toute neuve. Et qu'est-ce qui fait que c'est toi qui as eu les droits? Alors, est-ce qu'il y avait personne d'autre en France qui s'y intéressait ou vraiment enfin, qu'est-ce qui a fait que c'est toi Mm. finalement, pas quelqu'un d'autre? Pour Cordax Sigmata, il n'y avait personne pour la France. D'accord. Donc moi, je lui ai soumis le projet et comme j'ai dit au tout début, dans la proposition commerciale, j'ai essayé d'être le plus cash possible et la plus transparente possible en leur disant, encore une fois, moi je suis toute seule, c'est un projet qui commence, mais en quelque sorte, la passion est là. Moi, je voudrais faire ci parce que l'aspect culturel me tient à cœur. Enfin, voilà, moi, j'ai quand D'accord. même noté mes raisons un peu limite personnelles Ouais. et professionnelles sur les deux propositions commerciales. Encore Var Sigmata, ça a été oui directement. Mortis, il y avait une autre maison d'édition pour le marché francophone dessus. Donc la D'accord. création de Mortis a pris quand même un peu plus de temps, ce qui est normal, hein, parce que l'auteur, il faut qu'il analyse les deux propositions. Et Mhm. j'ai eu la chance de rencontrer Miguel Ferrada, l'auteur, à Paris il y a quelques mois. Donc là, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui a fait
justement que tu as préféré une petite structure comme la mienne et le petit projet qu'a l'autre maison d'édition, dont je ne sais pas qui c'est. Et il m'a dit, bah, c'est tout simple. Moi, quand j'ai commencé, j'étais aussi tout seul, parce que lui, il avait aussi une structure éditoriale. Il m'a dit, je sais ce que c'est que de démarrer un projet, de galérer. Et moi, je préfère donner mes ouvrages, mes projets justement à quelqu'un qui connaît exactement la même chose, plutôt qu'à une maison d'édition qui veut mon titre juste pour remplir son catalogue et faire son catalogue de l'année. Donc voilà, ça c'est ce qu'il m'a dit lui quand on s'est rencontrés à Paris. C'est chouette. Et enfin, justement, enfin, en plus avec cette vision-là de cet auteur, est-ce qu'il s'est prévu éventuellement que d'autres titres de cette personne soient au catalogue de Nine? C'est possible. Quand il est venu, il m'a apporté justement un autre album qu'il a rédigé et qu'il a fait avec un illustrateur aussi. Parce que lui, il s'occupe toujours des scénarios et puis il demande à l'illustrateur de le faire. Et c'est un comics sur Frankenstein qu'il a fait. Pour l'instant, je l'ai pas encore lu par manque de temps. Pardon à lui. Mais quand je l'ai feuilleté, ne serait-ce qu'au niveau graphique, en tout cas, moi j'ai accroché direct. Alors pourquoi pas, si en le lisant, j'y vois j'ai un coup de cœur ou que justement j'estime que c'est quelque chose qui vaut le coup pour être partagé, et là il faudrait reconsidérer la chose et puis voir si c'est quelque chose qui serait propice pour un financement participatif ou autre. Chouette. Du coup, comme on parle un petit peu d'avenir, entre guillemets, est-ce que tu as déjà l'après-Mortis, le titre qui arrive tout de suite après ou pas encore? Pas encore. Pas Pas encore. encore. Je guette de près tout ce qui peut se faire, notamment comme j'avais dit sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'aimerais beaucoup à l'avenir faire le prochain titre, en tout cas l'après-Mortis, j'aimerais bien que ce soit une œuvre française, faite par un Français. Ok. Que ce soit comics, manga ou BD, hein, peu importe. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit un petit Frenchie qui soit mis à l'honneur, ouais. Cool. Et ça serait encore dans un truc un petit peu, j'ai envie de dire sombre ou dramatique, ou ça peut être aussi, ça pourrait être une ligne directrice de la maison d'édition, ou on pourrait partir sur des choses beaucoup plus, on va dire gay, colorées, je sais pas. Oui, franchement, moi, j'ai pas, comme je l'avais dit au début, j'ai pas pour vocation à me limiter sur un seul genre. Là, c'est vrai que Corvax Stigmata et Mortis, on est sur quelque chose de plutôt sombre parce que ce sont les deux coups de cœur que j'ai eus. Mais moi, ne serait-ce que par exemple dans ma lecture personnelle, je peux très bien passer d'un Justice League à un Moondir à un manga, quoi. Donc je peux vraiment passer de partout. Ouais. Et même moi, comme j'avais dit, mes livres, mes BD préférés, c'est Astérix. Donc non, moi si le prochain ça venait à être une bande dessinée comique, moi j'ai dit vraiment pourquoi pas. Hein. J'estime on a suffisamment de matière et de talent à montrer en France que on va forcément pouvoir trouver quelque chose de bien à financer. Et donc en gros là, ça va être une sortie par an à peu près, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Alors, au niveau sortie, je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que là, avec Corvax Stigmata, pardon, et Mortis, ça m'a pris un sacré temps. Donc, j'aimerais bien souffler un peu. Mais le but, c'est pas non plus de proposer 2 à 3 titres par an, parce que déjà, là, on a... Bon, certes, les 2 titres, ils ont été imprimés, mais il faut les pérenniser dans le temps. Alors, oui, il y a eu des précommandes sur Ulule. Mais maintenant, il faut faire place au libraire, il faut intéresser le libraire, il faut qu'il se dise ah bah tiens oui celui-là je vais le proposer à la vente. C'est vrai, il y a tellement de choses sur le marché de la bande dessinée que c'est vrai qu'il faut réussir à percer au niveau des libraires. Mais là sur l'Oise et sur la Somme, j'ai quand même maintenant 2 libraires qui ont accepté. Par exemple, moi je suis du côté de Compiègne, donc il y a la librairie de l'Annexe qui fait de la bande dessinée. Eux, ils ont dit oui à la vente de Corvax Stigmata et de Mortis quand il sortira.
Et pour la Somme, il y a Bulle en stock. Bulle en stock, eux, ils ont Ouais. des tomes de Corvax Stigmata. Et pour Mortis, parce que je leur ai quand même présenté Mortis en version espagnole, mais ils ont quand même pu la feuilleter. Ils ont dit, pareil, bah, si tu as envie de venir pour qu'on le vende, bah si, viens, et puis ça se fera aussi. Et merci à eux. Bah, viens vers chez moi, à Soissons, il y a quand même des libraires aussi, donc À Soissons aussi. Allez, on va aller à faudrait Soissons. tenter. Bah ouais, c'est sûr. Mm. Bon, après, c'est pas des spécialistes BD, mais bon. Bon, en tout cas, tout ça, c'est très très chouette. Alors, j'ai deux questions. La première, du coup, je te demandais tout à l'heure un peu les difficultés que tu as rencontrées. Du coup, quels ont été pour l'instant tes meilleurs moments? Alors, meilleur moment, je pense que c'est l'impression, imprimer les tomes. Parce que, bah, c'est. Alors, oui, il y a le financement de la campagne, parce que c'est vrai que de voir la jauge qui se remplit peu à peu et on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on va atteindre le but ou pas, c'est un petit peu angoissant, mais quand on voit que la jauge est justement remplie, on se dit, yes, on va pouvoir passer à la suite. Mais non, l'impression, le fait de donner le go après avoir vérifié le bon à tirer et que l'imprimeur dit, bah, vous serez livré à tel jour, à telle heure, et puis là on arrive, on ouvre le carton et qu'on voit que bon, on a l'ouvrage entre les mains et qu'on le feuillette là. Ouais, ça, je pense que c'est l'un des moments les plus satisfaisants. Ouais, ça, c'est les grands moments de kiff. Ça doit être quelque chose quand tu découvres ça, hein. Et quelle a été la réaction ou les réactions de ton entourage quand tu t'es dit, bon, je me lance dans l'édition de bande dessinée, moi, maintenant? Alors il y en a ça les a pas surpris parce que je suis toujours en train de la baratiner avec ce que je suis en train de lire, que ce soit en comics, en manga ou autre. Et je dis, bah d'accord, ouais, non, c'est pas surprenant. Ok. C'était surtout beaucoup d'accord, bah bon courage parce que ça reste quand même une deuxième activité, hein, c'est pas l'activité principale. Mais mon entourage il m'a toujours dit vas-y quoi. Vas-y quoi. Il y a absolument rien à perdre. Faut se lancer. Mm. Enfin, il y a jamais de bon moment pour se lancer dans des choses comme ça. Donc tant qu'à faire que ce soit maintenant, il faut que ce soit maintenant. Et puis ils m'ont soutenu quoi. Chouette. Top. Et au fait, t'as un exemplaire du premier à nous montrer pour voir ce qui Ah donne en oui, vrai. Tout à fait. c'est pas con. Après plus d'une heure de live, c'est une bonne idée en fait. C'est vrai, on n'y a pas pensé avant, on s'est dit tiens, et voilà, qu'on voit à peu près. Ah Ouais. oui, c'est un grand format de manga en fait par rapport à un manga Ouais. classique. Alors On est sur les peux grands le formats. comparer. Exactement, je peux le comparer. Alors pourquoi? C'est vrai que là on a par exemple un format normal. Et pourquoi? Parce que moi Ah, j'ai hâte. chez moi j'ai des J'ai hâte. mangas qui sont T'as pris les deux? il y a un manga qui est un peu plus grand, qui a été édité en France et j'ai adoré le format qu'il proposait. C'était un format un peu plus grand. Oui. Et Mm. alors, pourquoi j'ai apprécié ce format-là? Parce que comme c'est un one-shot, comme c'est pas une série, on va dire, c'est pas une C'est série. pour le mettre en valeur Voilà, aussi. exactement. Si j'avais fait l'acquisition d'une série, là, ouais, je serais revenu sur un format plus classique pour qu'on soit le plus respectueux possible de justement du format manga japonais. Mais là, comme c'était un one shot, moi je voyais ça à mi-chemin entre le manga et peut-être le livre ou le comics souple. Donc j'ai préféré prendre un format légèrement plus grand parce que là on est entre un peu le comics basique et puis le manga. Donc ouais, je le reprends. On a pour le coup nos, nos belles pages, hein. Il y a 166 pages d'histoire. C'est une couverture souple, comme je l'ai dit, À Rabat. à rabat, hein. C'est pas une couverture avec une jaquette comme le manga. De toute façon, ça, ce sont des formats qui se font plutôt bien au niveau manga aussi. Et puis voilà. Non, moi j'ai le travail de l'imprimeur top. Puis les imprimeurs ont toujours été rassurants de A à Z. Ils ont suivi toujours l'impression, on a toujours communiqué super bien. Donc ouais, non, quand je l'ai reçu et que j'ai pu le déballer, gros moment de kiff, ouais. Mm. Ça doit faire quelque chose. Effectivement, ça doit être un chouette moment. Et d'ailleurs,
dans son pays, il était dans un format classique de manga, lui, par contre, cette fois-ci? Oui, Donc, En Argentine, oui, oui, elle a fait. Alors, légèrement plus grand que que le manga que nous on peut avoir, hein, peut-être un chouïa plus grand, mais il y avait la jaquette et puis ça restait un format souple. Moi, j'ai voulu aller sur le format un peu plus grand parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le manga c'est petit, c'est la couverture comme ça, mais le manga c'est surtout japonais. Et là, mm. c'était un manga argentin. Donc, j'ai voulu justement proposer un entre-deux, un format entre-deux, pour que justement ça suscite La la curiosité. curiosité. Ouais. Ouais. Puis comme ça, ceux qui se disent réfractaires au manga, bah non, c'est pas un manga, c'est pas comme un manga, il est Ouais. plus Voilà, grand, il se lit pas dans le là, sens du manga. exactement. Là, on sait pas trop. Bah, allez, on va aller voir ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est intéressant comme ça aussi. Super. Bon, bah cool. Très bien, très bien. Bah écoute, en tout cas, je te félicite. Alors, j'ai vu que c'était passé aussi dans le chat. Moi, je suis vraiment bluffé et Mm. admiratif de ce que tu fais, vraiment, parce que moi, je suis un vieux, hein, tu sais. Donc, je suis admiratif vraiment de voir cette énergie qui est mise en œuvre avec voilà, des beaux titres proposés qui vont sortir un peu de l'ethnocentrisme qu'on peut avoir. Et donc, je trouve ça super intéressant d'aller découvrir des choses qui viennent d'ailleurs, avec un vrai engagement derrière sociétal, avec des valeurs qui sont fortes et qui sont belles. Donc, vraiment, bravo à toi pour le coup, vraiment. Ouais. C'est chouette. J'espère que tu vas réussir à financer Mortis, que tu vas avoir les 100% que tu vas dépasser. Voilà, je croise les doigts. En tout cas, j'espère vraiment que ça va faire un petit peu boule de neige. Et en tout cas, je te souhaite plein de choses sympas pour la suite et que tu nous fasses découvrir de beaux titres, en tout cas. Ah, bah, j'espère aussi. Allez, les 80% sont passés là. Ah, c'est vrai? Ah, Yes. Ouais. cool. Mm. Alors, s'il y a des questions dans le chat, je pense que c'est le bon moment, parce qu'on a fait Ouais. notre heure de live. S'il y a des questions, allez-y. Si tu as d'autres questions, Sigal, n'hésite pas. Pour l'instant, ça va. Si jamais quand tu t'agrandis, si tu cherches quelqu'un pour travailler avec toi, je suis disponible, je suis pas loin. Oh, bah, je note, je note. Et j'adore relire. Ah, un relecteur, c'est bien ça. Ah oui, J'ai madame, déjà fait en plus. voilà. Une ancienne vie aussi où elle a de belles qualités. Ah, bon à Ouais, savoir. tout à fait. Eh ben nickel. Bah écoute, ce que je ferai, c'est que le live de toute façon sera en replay sur le compte Instagram. Et je vais essayer de le mettre également assez tôt sur ma chaîne YouTube Mm. pour que voilà, lui donner un peu de visibilité un petit peu ce week-end avant que la campagne finisse en tout cas. Voilà. Et Oui. on a oublié notre traditionnel qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ah, mais c'est vrai. Vas-y, mais je fais comme si on Et concluait, mais conseil je ne peux lecture pas aussi, conclure. genre si on oublie Astérix, parce que bon, c'est toute une série, mais s'il y avait déjà un conseil lecture récent, parce que tu es en train de lire ou que tu as lu il y a pas longtemps et qui t'a vraiment marqué, et un de tous les temps. Oh, alors, ouf, un que j'ai lu récemment, j'en ai parlé durant le live, c'est Moundir. Mm. Moundir qui a été édité chez Bubble Edition. Ouais. Pourquoi lui? Parce que je suis rentrée dans la librairie, j'ai juste revu la couverture. Je me suis dit, voilà, exactement. J'ai Mm. juste vu la Ah oui. couverture. Bon, je m'attendais à rien, mais quand je l'ai lu, ça a été une super belle expérience de lecture parce qu'il y a Ouais. le texte, il doit se compter sur les doigts d'une Ouais, main, il les bulles. y a 5-6 Il n'y a, bulles, hein, je crois que c'est tout. il y a quasiment rien et ça m'en a mis plein les yeux. Donc Moundir, ouais, c'est définitivement mon coup de cœur le plus récent. Ah, Mm. Ah ouais, Après, il est beau. Ah, il est beau. ce découpage, Ah ce ouais, ouais. découpage, il est Franchement, incroyable. c'est un Et travail de. accessoirement, l'artiste Johan est une personne adorable qui prend du temps pour tout le monde sur les dédicaces, pour discuter. C'est vraiment une belle personne et en fait, ben voilà, il est à fond et c'est vraiment chouette. J'ai hâte de voir son prochain projet. Ouais, ouais, non, c'était top. Franchement, j'ai rien à dire. Par contre, pour ce qui est du top ever, ouf, ah, V pour ouf. Vendetta, c'est bon, je l'ai. V pour Vendetta, non,
Alors, là, c'est difficile parce que moi, il y en a beaucoup que j'ai aimé, mais de là à dire que c'est les top ever, je ne sais pas. Mais en tout cas, un pour moi qui, on va dire, incontournable, c'est Mouse. Ah oui. Mouse que j'ai lu peut-être il y a un an et Alors j'espère qu'on va pas être parce que comme ils sont tous ouais. hein, comme il y a une croix gammée que les algorithmes sont compliqués, mais en tout cas effectivement c'est incroyable. Hein. Ouais, Mouse. Ouais, montre pas, je pense que c'est pas la peine, tu vas en tomber sur toutes, non? C'est bon? Ouais, ça va. Non, je montre l'intérieur, mais les couvertures, c'est vrai que effectivement c'est un monument ça. Hein. Ah oui. C'est un monument. Hein. C'est vraiment si vous l'avez jamais lu, franchement ça c'est à lire, mais on peut pas passer à côté quoi. Hein. Oui, j'ai 2-3 titres. En fait, il te l'a pas dit, mais il vit dans une librairie. J'y ai vécu longtemps hein, pour le travail. Hein. J'ai quand même fait 17 ans là-dedans. Hein. Donc ça va, j'ai fait ma part. Bon bah écoute, moi je suis ravi en tout cas d'avoir pu faire ce live avec toi. Tu es passionnante en tout cas, donc c'est avec grand plaisir si tu as d'autres titres à vouloir défendre ou si tu veux même venir montrer Mortis une fois qu'il sera imprimé. Donc, avec grand plaisir. Ouais, carrément. Avec grand plaisir pour refaire un échange comme ça ou même parler d'autres sujets, n'hésite pas. Hein. On a également le collectif, là on l'a fait un peu à l'arrache comme ça avec Gaël parce que ça nous tenait à cœur de faire quelque chose avec toi. Mais effectivement, avec le collectif des 4% plus typé comics, n'hésite pas si tu as envie de venir parler comics avec nous, ce sera avec grand plaisir. Voilà, le live sera donc en replay sur le compte Insta et sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont passées sur le live, qui sont restées jusqu'au bout. Merci à toutes les personnes qui vont aller participer à la campagne Ulule parce que moi j'ai envie d'avoir mes titres en septembre, donc je compte sur vous. Et voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et ravi d'avoir fait ce live en votre compagnie, mesdames. Merci à tout le monde, puis merci à toi Sam, et au plaisir alors. Ouais, merci beaucoup. À bientôt, bonne fin de soirée. Salut. Ciao tout le monde. Bye bye.